Au 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre demain à Istanbul, le président de la République se rendra ensuite à Brazzaville pour assister à la cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso, nouvellement élu. Le chef de l'État a été salué à son départ par le Premier ministre et les membres du gouvernement ainsi que des autorités civiles et militaires. Le chef de l'État est arrivé à Istanbul, en Turquie, où il participe demain à la 13e conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Pour avoir organisé à deux reprises le sommet de l'OCI, le chef de l'État est très attendu pour le rapport. Il doit présenter sur le comité permanent pour l'information et les affaires culturelles. Envoyé spécial en Turquie, Oumar Ning. L'arrivée du président Macky Sall à Istanbul est révélatrice de la place importante qu'occupe le Sénégal dans l'organisation de la coopération islamique. À l'accueil, le ministre des Finances lui transmet la chaleureuse bienvenue du peuple turc honoré de sa présence. Ici, le président de la République vient représenter dignement le Sénégal, membre éminent, 2 fois organisateur du sommet. Le chef de l'État ayant lui-même assuré la présidence en exercice. Aujourd'hui, le Sénégal est à la tête du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles. À ce titre, le chef de l'État va d'ailleurs présenter un rapport au sommet. Toute chose qui donne à la participation du président Macky Sall un cachet important. Le chef de l'État qui est donc en Turquie, il va participer à une rencontre de l'OCI. Ici au Sénégal, la Wallonie-Bruxelles s'engage à accompagner le système éducatif sénégalais. En visitant l'École nationale de l'économie familiale, le président de Wallonie-Bruxelles s'est félicité de la parfaite organisation de l'établissement. Il a souhaité amplifier toutes les bonnes actions menées jusque-là. Maman Moussagna. Depuis une dizaine d'années, l'École nationale de formation en économie familiale, en même temps que d'autres centres, bénéficie du soutien de Wallonie-Bruxelles. La visite du président de cette communauté est une belle opportunité pour dire merci à la Belgique. Donc cet appui est de plusieurs ordres, allant de la révision des référentiels aux investissements en matériel et équipements didactiques et pédagogiques et en renforcement de capacité de l'ensemble des personnels de l'établissement. L'ENFEFS forme des formateurs dans les domaines de la couture, de la restauration, de la teinture. Des jeunes sont formés pour une insertion rapide dans les différents secteurs. J'avais pas de métier, mais quand je suis venue ici, je suis en filière habillement, donc j'ai un métier comme habillement, je sais faire la coupe-couture, teinture, sérigraphie, broderie à la main, plein de choses. La formation est bonne, les professeurs qui sont là, vraiment ont beaucoup de compétences et ils nous servent à exécuter demain toutes ces compétences. Donc nous ne regrettons pas pourquoi nous sommes venus ici. L'hôte du jour s'est réjoui de l'accueil et surtout de la qualité de la formation dispensée. Toutes les raisons pour accompagner encore le Sénégal dans sa démarche. Un sentiment de véritable satisfaction devant cet établissement qui est un exemple à la fois de motivation. On sent bien que les jeunes ici ont envie. Cette école est très concrète. Et donc nous allons faire en sorte que on tire les enseignements de ce qui a bien marché. Donc ce qui a bien marché, il faut continuer et même amplifier. Oui, nous remercions donc, comme vous, Monsieur le ministre président, et par la même occasion remercier également toute la coopération belge qui nous accompagne depuis des années. Je rappelle qu'avec cette coopération, ils nous accompagnent dans la formation des formateurs. Cette école en est une, mais il y a aussi l'ANSED de Dakar, mais il y a l'école qu'on a ouverte à Kaffrine. La Wallonie-Bruxelles et l'école sénégalaise, c'est un nouveau départ qui promet de belles choses. Le pourvoi en cassation en matière pénale, c'est le thème qui va réunir pendant 2 jours les juristes de la Cour suprême en collaboration avec la Cour de cassation française. L'objectif de cette rencontre de 2 jours est d'échanger et de partager sur les méthodes de fonctionnement des 2 pays en matière judiciaire. Ibrahim Ndong. C'est une rencontre qui entre dans le cadre d'une convention de jumelage entre la Cour de cassation française, le Conseil d'État français et la Cour suprême du Sénégal. Parmi les objectifs visés, la compréhension des décisions rendues par les cours. Il ne faut pas se voiler la face. Par la brièveté de leur motivation, nos arrêts sont dépourvus de l'autorité qu'ils devaient revêtir dès lors que la règle qu'ils énoncent n'est comprise souvent que de rares privilégiés, ceux-là qui ont été initiés à la technique de cassation.
Ce qui ne profite pas aux justiciables qui ont besoin de comprendre la motivation des décisions rendues, d'où la nécessité d'accepter les critiques, car nul n'est infaillible. Comme le dit l'adage, l'erreur étant humaine, nous ne sommes pas à l'abri d'erreur. Je pense que c'est évident. D'ailleurs, la preuve, c'est que le législateur en est tellement conscient que des voies de recours sont prévues. Celui qui perd un procès au niveau du tribunal peut aller devant la cour d'appel. Et à partir de la cour d'appel, il est possible d'avoir un recours en cassation devant la Cour suprême. Et parfois, si on compare les décisions rendues au niveau du tribunal, de la Cour d'appel et de la Cour suprême, on se rend compte que effectivement c'est une justice humaine qui n'est pas à l'abri d'erreurs. Je viens ici pour exposer à mes collègues sénégalais ce que nous essayons de faire à Paris, essentiellement sur la motivation des décisions de justice, qui, comme vous l'a expliqué le Premier Président Camara, n'est sans doute pas satisfaisante, en tout cas pour les usagers de la justice. À cela s'ajoute un autre constat. Les décisions rendues par les juges font parfois l'objet des critiques. De toute façon, ce serait un comportement tout à fait contraire à la loi et tout à fait contraire à notre serment de distribuer la justice en fonction de la richesse ou de la pauvreté des uns ou des autres. De ces journées d'études de 2 jours sont donc attendus d'échanges constructifs. Plusieurs sous-thèmes seront abordés. Objectif, répondre aux attentes des usagers. Les professionnels des médias africains francophones sensibilisés sur leur rôle dans la lutte contre le discours de la haine et l'incitation à la discrimination raciale ou religieuse. Un atelier organisé par le Bureau des Nations Unies chargé des droits de l'homme de Genève, Cheikh Pambagay. Après le Rwanda avec un génocide sans précédent, l'Afrique de l'Ouest est également touchée par des conflits politiques qui ont souvent un soubassement ethnique ou racial. Dans la plupart des cas, certains observateurs ont noté l'implication des médias qui ont aggravé ou fait l'apologie de certaines dérives. En organisant cet atelier avec la presse continentale, le Bureau des Nations Unies chargé des droits de l'homme de Genève va encore continuer la sensibilisation. Nous avons identifié les médias comme un des acteurs clés pouvant permettre une espèce de construction de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Nous savons qu'en Afrique, on a eu des exemples où les médias ont joué un rôle néfaste dans la construction des conflits. Je ne peux citer que l'exemple du Rwanda. Le rôle des médias dans la lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance appelle à plus de responsabilité. Cela passe par un traitement équitable et normatif de l'information. Vous, les représentants des masses médias, vous avez un pouvoir presque absolu sur la civilisation humaine, sur l'homme, sur sa conscience, sur son opinion. Et là, je ferai une distinction entre l'information et la désinformation. Si vous portez à l'homme l'information crédible, qui reflète vraiment les réalités dignement, alors vous assurez carrément la plateforme, la base nécessaire pour le fonctionnement nécessaire des États, des sociétés. Pendant 2 jours donc, ces journalistes venus de plusieurs pays du continent vont être sensibilisés sur la mission essentielle d'informer. L'intérêt de cette formation est de constituer un rempart face à toutes sortes d'appels à la haine ou à la manipulation. La restauration de la mangrove est dans une bonne dynamique en Casamance. Plus de 200 hectares ont été reboisés par Wetlands International. Pour diminuer la pression sur la mangrove, des infrastructures qui génèrent des revenus ont été mises à la disposition des populations de la commune de Kafountine. Salut Sec. Al-Badar, dans la commune de Kafountine, département de Bignona, dans cette localité, la dégradation de la mangrove était très élevée. Pourtant, cette espèce joue un rôle important pour la reproduction des poissons et le développement des huîtres, des ressources halieutiques qui entrent dans la formation des revenus des populations. Ainsi, pour la recomposition de l'écosystème, Wetland accompagne les populations pour le reboisement de centaines d'hectares en Casamance. Le reboisement va permettre de recomposer l'écosystème, c'est-à-dire de développer la population de mangroves
de l'augmenter et donc de rendre la biodiversité beaucoup plus riche. Donc Wetlands International, en collaboration avec les communautés, a reboisé ici 28 hectares, mais dans l'ensemble de la zone, le reboisement a été plus important et atteint environ 200 hectares. Maintenant, nous avons vu les avantages du reboisement et les poissons commencent à se reproduire. Et les populations ont abandonné la coupe abusive de la mangrove. Ce travail entre dans le cadre du projet de gestion durable et de la restauration de la mangrove. Financé par la coopération allemande, le projet a permis de sensibiliser les populations sur les techniques de reboisement. Les communautés sont bien maintenant beaucoup plus au fait de l'intérêt de conserver de la mangrove. Elles savent aussi, elles ont aussi, avec le renforcement des capacités, appris les techniques qu'on utilise pour faire du reboisement. Ainsi, à Al-Badar, la restauration de la mangrove est dans une bonne dynamique. Pour protéger cet écosystème, Wetland appuie aussi les femmes du village avec l'aménagement d'un périmètre maraîcher, et ceci pour éviter la coupe abusive de la mangrove dans cette zone. La coupe, ce que les populations cherchent en fin de compte, c'est de vendre le bois quelquefois pour avoir des revenus monétaires. Donc en ayant un périmètre maraîcher, cela permet de générer des revenus et donc de diminuer la pression sur la coupe du bois de mangrove. À Abéné, toujours dans la commune de Kafountine, un mirador a été réalisé par le projet. L'infrastructure devrait permettre aux populations de mieux surveiller l'aire marine protégée. Dans le moyen terme, ce poste observatoire devrait aussi générer des ressources financières pour les populations grâce à la promotion de l'écotourisme. Dans la série sur l'horticulture, l'oignon local, le Sénégal a dépassé ses besoins nationaux. Cette année, 400 000 tonnes sont attendues au niveau national. Un surplus de production qui n'est pas sans conséquence sur la filière. Les producteurs appellent à un accompagnement conséquent pour faire face aux difficultés. Une de nos équipes s'est rendue à Potou, une localité qui doit sa notoriété à l'oignon. Anne-Marie Gomis. L'oignon et Potou, c'est toute une histoire. L'oignon local est né ici. Les premiers cultivateurs d'oignons sont originaires de Potou. Potou est à 200 km de Dakar. Dans cet arrondissement de Sakal, dans la région de Louga, l'oignon règne en maître. La localité est même assimilée aux produits. À l'entrée du marché, des camions déjà chargés s'apprêtent à prendre le départ vers d'autres marchés. À l'intérieur, des tas de sacs d'oignons jonchent le sol. Des charrettes chargées partagent le reste de l'espace avec les clients. Ils viennent de partout à la recherche de l'oignon. Je viens de Touba. Je charge ce camion de 24 tonnes. L'activité marche. Le seul problème, c'est que le prix, il varie entre 125 et 175 francs. On ne s'en sort pas. Des clients de Touba, de Ziguinchor, de Kolda, mais aussi de la sous-région. L'oignon est même exporté vers l'Union européenne. Ce qui concerne l'Union européenne, c'est l'oignon jaune, c'est-à-dire le Mercedes et ses dérivés. Bon, en particulier l'oignon jaune est importé au niveau de l'Espagne. Nous sommes en pleine saison de récolte et c'est déjà la fête chez les producteurs. Chaque jour, je peux vendre jusqu'à 100 tonnes. Le kilo est échangé entre 125 et 175 francs selon la qualité. La bascule peut prendre jusqu'à 1 tonne et j'y gagne 200 francs. Par jour, nous vendons à 500 tonnes, 600 tonnes, parfois 1000 tonnes. Parfois 1500 tonnes. Dans la commune de Léon seulement, on fait 47 000 tonnes. Cette année-ci, on peut atteindre presque les 400 000 tonnes. Un surplus de production qui n'est pas sans conséquence sur le prix. Actuellement, le prix du kilogramme est revu à la baisse, 125 francs. Une énorme perte vu tout ce qu'on a dépensé.
On a arrêté les importations, c'est une bonne chose, mais il faut que l'État nous accompagne par des financements et ça va nous permettre de supporter le flux du marché. Quand nous avons une production qui arrive en masse, c'est une question d'offre et de demande. Mais le gouvernement a mis en place depuis plusieurs mois, le mois de février, un mécanisme de régulation qui permet justement à notre production locale d'être commercialisée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui sur le marché local, vous ne voyez que de l'oignon local. Donc je crois que nous allons le poursuivre. Évidemment, l'accompagnement se fait de manière assez transversale, puisque le ministère de l'Agriculture fait un travail remarquable dans la formation, dans la mise en œuvre également des semences, des techniques culturelles. Et je crois que c'est tout ça qui fera que nous puissions agencer un peu l'arrivée de l'oignon sur le marché. L'objectif en 2016 était de 350 000 tonnes de production. Mais cet objectif a été largement atteint dès 2015. On l'a même dépassé. C'est-à-dire on a produit en 2015, on a produit 367 500 tonnes. Donc 17 500 tonnes de plus par rapport à l'objectif. Mais nous ne sommes pas pour autant autosuffisants. L'oignon, source de vie au Sénégal. Le produit fait vivre les producteurs, densifie l'économie nationale, anime des localités intérieures à l'image de Potou, la ville oignon. Reportage à Potou signé Anne-Marie Gomis. L'ensemble des produits exportés a atteint les 90 000 tonnes en 2015. Le volume de l'exportation croît de plus en plus. Pour l'oignon vert et le radis exploité par West African Farms à Yaman, dans la commune d'Engich, ce sont 5 à 6 conteneurs qui sont envoyés en Angleterre. Autant pour le maïs où c'est plus de 50 tonnes qui sont chargées par semaine. Du conditionnement jusqu'à l'organisation de l'export, c'est tout un ensemble de mesures qui sont respectées pour se conformer aux exigences de la demande internationale. Jeanne Dior. 180 hectares de terre sont exploités ici dans le village de Yaman, dans la commune de Ngich, par une firme britannique de production horticole. 2 légumes destinés à l'exportation, le radis et l'oignon vert. Nous récoltons 4 hectares de radis par semaine. Nous parvenons à exporter 2 conteneurs de ce légume. Pour l'oignon vert, nous chargeons 5 voire 6 conteneurs par semaine parce que chaque hectare récolté en oignon est l'équivalent d'un conteneur de 20 pieds. Pour la récolte, l'attelage, le chargement et le tri, plus de 500 ouvriers sont à la tâche. Pour ces femmes, par exemple, la paie dépend du nombre de caisses remplies avant la fin de la journée. Chaque casier coûte 300 francs CFA. À la descente, il y a des femmes qui parviennent à avoir 20 casiers et une caisse contient 35 bouquets. En plus de l'exigence de la qualité de l'eau, cet exportateur doit se conformer aux autres normes pour éviter que le produit soit retourné après contrôle. L'eau utilisée pour l'arrosage et le nettoyage des produits doit être obligatoirement potable. Nous sommes tenus de respecter les mesures d'hygiène. Par exemple, l'eau, nous n'utilisons pas celle du lac ou l'eau des puits à cause des microbes et certaines bactéries. Nous avons mis les moyens pour un bon approvisionnement en eau potable. Ainsi, nous ne prenons aucun risque avec les services de contrôle. L'oignon vert et le radis sont traités en 24 heures et conditionnés dans 8 chambres froides, ayant chacune une capacité de 10 tonnes. Après avoir séparé les 2 variétés de radis, la chaîne de tri se poursuit même dans les chambres froides. La qualité du produit reste la seule exigence. Les radis qui nous proviennent des champs peuvent arriver parfois avec des défauts. Chaque matin, nous vérifions et identifions les différentes qualités et nous informons les femmes pour qu'elles sortent les mauvaises pendant le dernier tri. Un autre conteneur frigorifique en chargement, celui du maïs doux. Environ 1000 sacs de 50 épis sont sur le point d'être exportés en Europe. 4e produit après le melon, la pastèque et la tomate cerise dans la classification des légumes et fruits exportés. Le maïs est le seul produit exploité ici dans la zone de Marigot. Nous cultivons 160 hectares de maïs. Sur les 160 hectares, nous faisons 60 hectares sous pivot et 100 hectares en goutte à goutte. Le maïs est conditionné en brut dans des sacs qui seront chargés dans un conteneur.
Le Sénégal, dans sa dynamique de garder une bonne image vis-à-vis des marchés régionaux et internationaux, surveille la production horticole destinée à l'exportation. Plusieurs services interviennent en ce sens, comme la direction de l'horticulture, celle de la protection des végétaux et la fondation Ceres Locustock. Un ensemble de dispositifs est là pour accompagner les exportateurs. C'est ce qui nous a d'ailleurs valu une progression constante au niveau des exportations et une réduction des notifications reçues par la DPV. En 2015, l'ensemble des fruits et légumes exportés était estimé à 90 635 tonnes. Un volume qui s'explique si l'on se réfère aux chiffres qu'affichent les entreprises spécialisées dans l'exportation. Pour celle qui a investi la filière oignon vert et radis, le chiffre d'affaires tournait autour de 3 340 millions selon le responsable. Depuis 5 ans, toute sa production est destinée à l'Angleterre. Jeanne Dior à Niet, au 31 décembre 2015, les exportations sénégalaises ont augmenté de 12,7%, soit en valeur absolue 127 milliards de francs CFA. Une grande partie de cette manne est portée par les produits halieutiques, agricoles et horticoles. Rien que pour l'année 2016, le Sénégal est déjà à 90 milliards en termes d'exportation agricole. Un résultat obtenu grâce aux efforts combinés des producteurs et des structures d'appui et de promotion mises en place par l'État du Sénégal. Dans un monde de globalisation marqué par l'ouverture des marchés, il faut s'adapter ou disparaître. Après la mangue qui a réussi une entrée remarquable dans le marché allemand, le Sénégal, grâce à une offensive promotionnelle, continue d'améliorer son offre exportable. Nous allons dans les plus grands marchés professionnels en termes d'horticulture. Par exemple, Fruit Logistica, qui est un marché de fruits et légumes en Allemagne, où au fur et à mesure des années, on était, il y a de cela 5-6 ans, avec uniquement 4 entreprises et 3 stands. Aujourd'hui, on y va avec un pavillon Sénégal global de presque 120 mètres carrés et 28 entreprises accompagnées, ce qui nous permet à l'arrivée d'avoir une exportation horticole extrêmement importante durant toute l'année. Pour compétir sur le marché international, on se prépare d'abord sur le plan local en se dotant des techniques et attributs d'une entreprise exportatrice. En cela, les producteurs sont accompagnés par le programme de mise à niveau. Le programme accompagne les efforts des entrepreneurs qui investissent dans le matériel et comme dans l'immatériel aussi. Dans le matériel, en procédant à la modernisation de leur outil de production, il s'agit d'acquisition d'une nouvelle chaîne ou bien d'un labo pour justement tester les produits dont ils veulent exporter autant pour moi, mais aussi de l'immatériel, tout ce qui est certification. Dans le domaine agroalimentaire, les produits doivent être propres à la consommation. Pour garantir la qualité et l'innocuité des aliments, le Sénégal a élaboré un document de référence dans le but de se conformer aux exigences du marché international. Dans le domaine des fruits et légumes, des produits horticoles, nous avons 28 normes qui concernent les tomates, les haricots, les pommes de terre, les bananes, également les choux. Travail de vérification et d'aide à la certification en amont pour avoir des standards propres à l'exportation. La CEPEX, dans la perspective de l'exposition horticole Antalya, veut franchir un nouveau palier. Et cette exposition permettra pour la première fois dans l'histoire de prendre la production horticole sénégalaise en termes de plan, de l'amener via cargo jusqu'à Antalya en Turquie et d'avoir un verger sur place permettant aussi bien aux acheteurs mais qu'aux visiteurs classiques, professionnels ou non, de pouvoir voir dans le réel ce qui se fait en termes de production horticole sénégalaise. L'hémorragie financière exponentielle provoquée par des importations massives met un véritable plomb sur les ailes du développement de nos pays. Les leviers mis en place par les autorités
peuvent contribuer sensiblement à redresser la balance commerciale nationale par le développement et la promotion des exportations. Nous aurons d'autres sujets sur cette série sur l'horticulture dans nos prochaines éditions. Médina Gounass se modernise. 400 millions de francs CFA ont été injectés dans la cité religieuse qui abrite chaque année d'intenses moments de prière. De nouvelles infrastructures en chantier visitées par le ministre de la Gouvernance locale et de l'aménagement du territoire, Maman Moussagnan. Le site a pris forme. Sur place à Médina Gounass, les travaux sont presque achevés. Des abris sont réalisés, de même que des toilettes, à la satisfaction du ministre de l'Aménagement. On a vu effectivement les travaux s'accélérer. Et aujourd'hui, les abris sont donc réalisés, les toilettes effectivement sont aussi réalisées. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Il était question, sur instruction du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, de quitter Dakar et de venir nous-mêmes sur le site pour voir l'état des réalisations pour le chef de l'État, pour le gouvernement, mais aussi pour le pays entier. Près de 400 millions de francs CFA de l'AGETIP ont permis de mettre en forme le site qui autrefois était exposé au soleil. Les fidèles ont toujours souffert en effet des intempéries. Maintenant, c'est un vieux souvenir. Ce programme de modernisation n'est pas un programme spécifique à l'AGETIP et à notre département. C'est un programme porté par le président de la République lui-même qui effectivement donc intervient au niveau donc des foyers religieux et demande aussi à l'ensemble des sectoriels, c'est-à-dire à tous les ministères, de développer effectivement des programmes qui puissent véritablement satisfaire les Sénégalais pèlerins de ces zones pour qu'ils soient dans les meilleures conditions d'expression de leur foi. Le calife de Médina Gounass a remercié le président de la République pour son initiative avant de prier encore pour lui et pour qu'un Sénégal prospère. La modernisation du Dakar de Médina Gounass entre dans le cadre du programme initié par le président de la République pour rénover les sites religieux du Sénégal. Médina Gounass fait partie des localités prises en charge par ce programme. Pour son 26e week-end des femmes, la communauté Jeune Espérance a choisi la région de Tambacounda. Des femmes de tous les diocèses du pays ont communié et réfléchi autour du thème « Si tu savais le don du Christ ». L'événement s'est ouvert avec une messe solennelle. Abdoulaye Sinkare. Tambacounda, hôte des diocèses du Sénégal pendant 48 heures. Ce pour le 26e week-end des femmes de la communauté Jeune Espérance. Chaque année, nous organisons 2 week-ends, un à Kermoussa et un autre dans les régions. Et cette année, nous avons choisi Tambacounda parce que nous avons l'habitude de recevoir les femmes de Tambacounda. Si tu savais le don de Dieu, c'est le thème de cette année. Une référence au voyage de Jésus quittant Judée pour se rendre en Galilée. Un enseignement, mais aussi une source intarissable pour la communauté. Je demande aujourd'hui aux femmes de Tamba et à nous qui sommes venus de toutes les régions, vraiment de puiser, comme la Samaritaine, à ce puits de Jacob. C'est de l'eau vive. Et en buvant de cette eau, on n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire s'accrocher à Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans cette joie pascale, donnons-nous la paix les uns les autres. C'est par cette messe solennelle que le week-end a été lancé. Ce programme qui se déroule chaque année dans un des diocèses du pays permet de mener un apostolat spécifique à l'adresse des femmes et des jeunes filles. Promouvoir la culture de prévention dans les entreprises, c'est le souhait des spécialistes de sécurité sociale. Réunis à Dakar, ces experts africains passent en revue la problématique de sécurité et santé au travail. Anaïs Nyanyamane. Chaque année, 2,34 millions de décès résultent d'accidents et de maladies liées au travail dans le monde. 4% du PIB sont perdus suite à des accidents professionnels. Au Sénégal, 2000 cas d'accidents de travail sont enregistrés par an. Les industries alimentaires et techniques sont les plus touchées. Tous les accidents ne sont pas déclarés. La deuxième chose, naturellement, il y a une corrélation entre le niveau des accidents du travail et les politiques de prévention qui sont mises en œuvre. En
ce qui nous concerne, nous sommes quand même persuadés que les actions de prévention initiées ces dernières années ont pour beaucoup contribué à la maîtrise du niveau des accidents du travail. La prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles occupe de plus en plus une place importante dans les organisations de sécurité sociale. Cette mobilisation des experts africains en est la preuve. Ces séminaires techniques sur les mesures de prévention dans le milieu du travail et qui réunit des experts de sécurité sociale venus de plus d'une douzaine de pays d'Afrique de l'Ouest, du Nord, du Centre. À travers cet acte, le gouvernement de notre pays, le Sénégal, met au centre de ses préoccupations le bien-être des populations. Chez les travailleurs comme chez les employeurs, la prévention est bénéfique. En effet, une meilleure préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs doit être fondée sur la prévention. Celle-ci inclut toutes les mesures prises dans le milieu de travail destinées à empêcher les événements indésirables qui pourraient réduire ou détruire l'intégrité physique ou mentale ainsi que le bien-être physique des personnes, tout en améliorant la productivité. Cette rencontre technique de 2 jours est une occasion pour les spécialistes d'institutions de sécurité sociale d'échanger sur les approches de prévention, afin de veiller au bien-être des travailleurs et d'améliorer la productivité des entreprises. Elles sont considérées comme les parents pauvres du système de santé mondial. Ce sont les MTM pour maladies MTN, pour maladies tropicales négligées. On est tenté de demander par qui est responsable d'une négligence sanitaire qui fait que des millions de personnes souffrent d'une ou de plusieurs de ces 17 maladies répertoriées par l'OMS. Au Sénégal, quelques-unes de ces affections bénéficient d'un programme de prévention, mais globalement, ce n'est seulement un problème, ce n'est pas seulement un problème de santé. La rubrique santé sur les MTN signée Oumar Diaw. Ces enfants prennent des comprimés qui les protégeront des vers intestinaux. Il s'agit là d'une chimioprévention à laquelle les parents devraient soumettre leurs enfants. Faites tout pour que vos enfants puissent bénéficier de ce qui est donné gratuitement pour qu'ils aient une bonne santé. Ce qu'on vient d'administrer, ce sont des comprimés contre les vers. Ces médicaments protègent contre les vers intestinaux et en particulier contre les ascaridioses qui font partie de la large gamme des parasitoses intestinales qui entravent le développement et l'éveil d'un enfant. Les enfants sont anémiés, sont asthéniques, donc ils ont des résultats parfois qui ne sont pas bons. On sait que les vers ont un impact réel dans la productivité des enfants et dans leur santé. Donc c'est pour ça que nous leur avons donné ces comprimés-là. Si ça n'était que les vers intestinaux, on n'aurait pas trop de soucis et d'inquiétudes à se faire. Mais l'OMS a recensé 17 MTN à travers le monde et 13 prédominent en Afrique. Au Sénégal, 10 parmi ces 13 ont été retenus comme prioritaires, dont 5 bénéficient de la chimiothérapie préventive de masse. Rage, dengue, filariose lymphatique très spectaculaire, ulcère de Buruli, maladie du sommeil, pion et bilharziose ou encore onchocercose et lèpre font partie de ces maladies dites négligées. Jusqu'à vers l'an 2000, c'était des maladies dont on parlait très peu. C'est seulement certains chercheurs, certains spécialistes qui s'occupaient de ces dernières. Et puis après 2000, il y a eu, dans le cadre des objectifs du millénaire, toutes les maladies infectieuses qui ont été mises en exergue. Depuis quelques années, la communauté médicale et les États concernés accordent plus d'attention à ce fardeau et l'OMS, sous l'impulsion des ministres africains de la Santé, a lancé une initiative régionale pour vaincre ces maladies tropicales négligées. Cette initiative dénommée Projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées en sigle SPEN accompagnera les pays dans leurs efforts d'élimination de ces maladies en leur apportant une assistance technique multiforme. Les mesures à prendre par les États portent essentiellement sur la mise en place de programmes et de mécanismes de coordination pour la lutte contre les MTN. Cette année, c'est une campagne nationale de près d'1 mois que le Sénégal organise. Elle est basée sur une distribution de masse de médicaments, une chimioprévention ciblée en fonction des régions et des spécificités de chacune. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec des partenaires, organise
du 11 avril au 15 mai une campagne de distribution de masse des médicaments contre les maladies tropicales négligées, la bilharziose, la filariose lymphatique, l'onchocercose, le trachome, mais également les géohelminthiases. L'incidence des MTN en Afrique et plus largement dans le monde reste encore très forte. La région africaine de l'Organisation mondiale de la santé supporte près de la moitié de cette charge de morbidité mondiale. Au total, plus de 500 000 décès liés aux maladies tropicales négligées sont enregistrés chaque année, ce qui représente 10% du nombre de décès dus au fardeau mondial des maladies infectieuses et parasitaires. C'est dire que le combat n'est pas gagné d'avance. Ces maladies apparaissent comme celles de la pauvreté qui aggravent la pauvreté. Dans bien des cas, elles peuvent être prévenues par une hygiène renforcée et un meilleur accès à l'assainissement. Quand on parle de ces maladies, on parle aussi du manque d'accès à l'eau potable, des problèmes d'assainissement, les problèmes d'information et d'éducation. Donc il y a beaucoup de secteurs qui doivent être impliqués. Il s'agit donc d'une problématique pas seulement sanitaire, mais sociale et environnementale. La rubrique santé qui portait la signature de Omar Diaw sur l'international Dilma Rousseff est en difficulté. Des milliers de manifestants réclament son départ depuis des semaines à la suite de la révélation d'une affaire de corruption. La nomination de l'ex-président Lula, cité dans le scandale Petrobras au poste de ministre, est venue jeter de l'huile sur le feu d'une situation déjà explosive. Luis Bizza. L'étau se resserre de plus en plus autour de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne. Une commission du Parlement de son pays a approuvé sa destitution. L'affaire Petrobras, qui a éclaté il y a plus d'un an, n'a décidément pas baissé en intensité. À partir d'aujourd'hui, notre parti se retire du gouvernement de la présidente Dilma Rousseff. Nouveau coup dur donc pour l'exécutif brésilien. Au plus bas dans les sondages, rattrapé par le scandale de corruption Petrobras, la présidente se retrouve face à un rendez-vous extrêmement dangereux. Les députés vont donner leur avis sur son éventuelle mise en accusation. Le Brésil n'en peut plus de ce parti des travailleurs, tous des bandits, tous des voleurs, dehors! Un vote crucial qui pourrait prendre 3 jours, de vendredi à dimanche, en session exceptionnelle. La commission qui s'est prononcée hier s'est prononcée à 60-40, donc ce n'était pas absolument un triomphe. Et tous les pointages qu'on regarde, le nombre de députés qui sont déjà décidés pour ou contre monte constamment, mais il reste à peu près une 50aine d'indécis et c'est eux qui vont décider. Cependant, ces partisans continuent de crier au coup d'État institutionnel manigancé par l'opposition. Ce combat contre la corruption est une nécessité pour ce pays. Mais combien pense-t-il que cette opération va coûter à l'économie brésilienne? Si les élus du peuple venaient à voter en faveur de la destitution de Dilma Rousseff, ce serait ensuite au Sénat de se prononcer. Durant la période d'enquête, Dilma Rousseff pourrait être éloignée du pouvoir provisoirement. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 70 ans, je verrais des putschistes essayer d'écarter du pouvoir une présidente élue démocratiquement. S'ils veulent nous mettre à terre, ils vont devoir apprendre que nous ne sortons pas dans la rue que le dimanche. On sort aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Toute l'année si besoin. Je vous salue et allons vers la victoire si Dieu le veut. Son vice-président Michel Temer se prépare activement à reprendre les rênes du pays en cas de destitution. Le discours qu'il comptait prononcer lors de sa prise de pouvoir a déjà fuité dans la presse. Retour au Sénégal, le Sénégal sous la 4e génération, le républicain, c'est l'intitulé d'un livre auto-édité par un jeune Sénégalais, professeur de français et de langue étrangère entre le Maroc et le Sénégal. Thierno Bokar Kane rend hommage au président Macky Sall. Il a présenté son ouvrage. Thierno Amadoussi. Professeur de français, jeune engagé pour un Sénégal en marche, Thierno Bokar Kane a financé avec ses propres moyens un ouvrage de 122 pages. Il parle d'un républicain, le président Macky Sall. J'ai essayé de montrer sa formation académique, sa formation professionnelle. J'ai essayé aussi de montrer, n'est-ce pas, sa formation politique, là où il a débuté, Andi Diouf, après Andi Diouf, PDS, mais aussi les fonctions qu'il a occupées, DG, ministre d'État,
Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, chef de parti politique, jusqu'à ce qu'il devienne président de la République du Sénégal. Dans ce livre, l'auto-éditeur évoque les grands projets du chef de l'État. Pour lui, le Sénégal, depuis mars 2012, a non seulement connu une alternance générationnelle, mais notre pays a vu les solutions de l'émergence. J'ai essayé de montrer donc le programme du PUDC, mais aussi les bourses de sécurité familiale, les logements sociaux. En même temps, j'ai essayé aussi de montrer, n'est-ce pas, le leadership du président au niveau en Afrique et aussi dans le monde. Ce livre, édité en 2016 et distribué gratuitement, pour l'auteur, c'est une manière de vulgariser davantage les atouts d'un Sénégal nouveau. Dans l'actualité sportive, cet atelier de validation et de la révision du contenu et des modalités de la formation des entraîneurs sportifs, la délivrance des diplômes et titres d'entraîneur au centre des discussions. L'atelier dure 2 jours, c'est à l'initiative du ministère des Sports. Ibrahim Mbou. Les entraîneurs, un maillon essentiel dans la chaîne sportive. Au Sénégal, l'arrêté numéro 14084 fixant les modalités et le contenu des programmes pour la délivrance des diplômes date de 1973. Entre-temps, le monde a beaucoup évolué, le sport aussi, d'où la nécessité d'une révision de fond en comble. On ne peut pas avoir un contenu qui date de 40 ans, qui soit de mise jusqu'à présent, donc il faut réviser ça. On ne forme plus l'entraîneur d'il y a 40 ans comme on le forme aujourd'hui. Donc pour tout ça, c'est important pour le développement du sport que de voir le côté de la formation, parce que tout est formation en fait. Cet atelier entre en droite ligne de la nouvelle lettre de politique sectorielle du ministère des Sports. Le développement de ressources humaines de qualité reste une priorité dans un contexte de gestion axé sur les résultats et de concurrence où les compétences font la différence. Le profil doit être révisé de formation, les former. On doit dégager un profil de qui doit être entraîneur, qui doit les former, qui doit composer le jury de formation, quels sont les contenus qui doivent être validés. Durant 2 jours, les participants sont répartis dans 3 ateliers, sport collectif, individuel et sport de combat. Les experts échangent et réfléchissent à une nouvelle architecture de l'arrêté numéro 14084 pouvant permettre au Sénégal d'avoir des entraîneurs formés à bonne école. En football, Karim Séga Diouf n'est plus l'entraîneur de l'AS Douanes depuis hier. Il a été démis de ses fonctions 72 heures après la lourde défaite du club à Ziguinchor face au Casa, 4-0. La saison dernière, Karim Séga Diouf avait réussi le doublé championnat coupe de la Ligue avec l'AS Douanes. Les Gablous occupent actuellement la 2e place de la Ligue 1. Et puis des résultats de la Ligue européenne des champions. Le Bayern de Munich et l'Atlético de Madrid rejoignent le Real et Manchester City en demi-finale. Le Benfica et Bayern ont fait match nul 2 buts partout ce soir. Atlético a battu le Barça 2-0. Et puis notez que l'agence de sécurité de proximité est une fierté nationale selon son directeur général, Maître Pape Khalignon. Ce soir à l'émission Le Point, il fait le bilan de la première génération des ASP dont le contrat vient d'être prolongé par l'État du Sénégal. Vous pourrez suivre l'émission Le Point, donc c'est après cette édition. Merci de nous avoir suivis. Abasso sera sur le plateau pour le dernier journal. Passez d'excellents moments sur la RTS. Son histoire date de plusieurs milliers de lunes. Durant son long voyage, elle s'attela à choisir les meilleurs ingrédients aux parfums naturels. Arrivée au royaume, elle se proposa de préparer un mets légendaire à la gloire du grand roi. Dans un mélange d'art et de grâce, elle réalisa un chef-d'œuvre, un cocktail subtil d'herbes et d'épices au parfum et au goût alléchant, un cocktail qu'elle appela Mamie. Lorsque le souverain vit ce plat, et dès qu'il y goûta, quelque chose de spécial naquit entre elle et lui. Un amour plus fort que tout.
Et depuis, elle partage son secret avec le peuple qui l'a aimé. Mamie, la tradition du goût. Chez nous, on n'a pas tous le même langage, mais on est tous des frères. Chez nous, on mange avec les mains et on donne avec le cœur. Bienvenue chez nous, vous êtes chez vous. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Orange Money, moi et Sunyo Kalpe. Yes, 144, yes. Lionel Khalif, ci sutura, doo ci fay dara, donte sax ci kay jot, bitim réew la ne. Orange Money, mooy Sunyo Kalpe, waaw Orange Money, mooy Sunyo Kalpe. Hey, toogal fa nga le fay sa facture ak sa téléphone, hey, doo déplacé wu. allo dégguma la ne ko mu def nànk maa ngi ni dem ci kees bi yónnee ko xaalis bi waaye ñii dinañ ma rey waay bu la kii waxee soxlaam ma foog ne pare nga ci rek keneen kii woowaal dina wax soxlaam ku bëgg a mango na nga dem tuut foofu sax mango ki daa ñoragul yow dañ nga kumpa torop ah papi Oumy papi soxla maa ngi ni sama cin bi dama koo teggi sama bàjjen laa war a yónnee xaalis gaaw kooku ban bàjjen la ci Gibbs damal toog non damal toog quoi Oumy mënoon nga toog sa biir kër sa biir waañ yónnee sa bàjjen xaalis mu jot ko léegi nga ne ma lan waaw te doo fay da te kenn du la xool mu ëpp sutura nag waaw yéen tamit lii dëgg la tamit sutura yaay sutura mën a sotti man mënuma lépp ah garaw bi ko yàlla may da cee mënut yem moom mu may woo naan ma gros bébé dama yónnee xaalis ma jënd cheveux naturel kooka la sama ñaareel bi yàq rek li mën lu mu koy doyee yokk suñu taar xanaa neex tey lay la dama ni la sa bi kotaan kenn du ko jaawaleeg fokotaan ween si rek papi waaw dimbali ma gaaw naka laa mën def ba yónnee xaalis bi léegi gaawu cheveux naturel mën a egg yow tamit ba jël man mi moom naa xam nu ñu envoyé rek bu ñi ñëpp bëgg a yónnee waaw sa kalpe Orange Money am na xaalis waaw génne na seen portable waaw daf leen jees 144 jees ngeen bës transfert waaw ngeen def ñëkk bi ngeen bëgg yónnee ak numéro ko leen ko bëgg yónnee daf leen sa code secret waaw war na baax de xam naa di noppale na ne waaye yow lii yomb na te neex bi papis maa ngi dem gaa eggali sama togg man dama yàq waaw Oumy allo Gibson neex ba neexul sama naturel mi jekk na xawata usul sama jekk ay waay kañ lay am cheveux naturel waaw Gibson la koy doy papi waaw Orange Money kenn du moom moom rek la Yes, 144 yes. Lionel Khalif ci sutura doo ci fay dara donte sax ci kay jot bitim réew la ne Bonsoir. Par décret en date du 5 août 2013, le chef de l'État instituait l'agence de sécurité de proximité avec à la clé 10 000 emplois pour les jeunes. Il s'agissait en son temps de donner corps à cette philosophie qui voulait allier sécurité de proximité et création d'emplois. Voilà qu'en 2016, cette première génération qui arrive à échéance voit donc leur bail prolongé de 2 ans par l'État du Sénégal. Autrement dit, ils auront pignon sur rue jusqu'en 2018 et après. Question certainement à plusieurs inconnus, leur futur, le bilan qu'ils auront laissé, la reconversion pour certains, la reconduction pour d'autres. Ce soir, le directeur général de l'agence sécurité de proximité est notre invité. Maître Papralignan, bonsoir. Bonsoir. Oui, je rappelle que vous êtes avocat, criminologue, vous êtes à la tête de cette agence depuis sa création déjà depuis 2013, hein, pourrait-on dire. Vous venez fraîchement de Kaolack où vous faisiez la restitution, en tout cas de la stratégie nationale d'implication des populations à la base, liée donc à l'idée du chef de l'État de promouvoir la sécurité à la base. Vous ne ferez pas l'économie, un peu des travaux de Kaolack. Dites-nous pourquoi le choix de Kaolack déjà et qu'est-ce que vous êtes dit?
Merci Ngari. Tout d'abord, je tenais à remercier Monsieur le chef de l'État qui m'a permis de servir mon pays après plusieurs années d'absence. Ouais. En Europe, vous avez servi. En Europe. Et surtout de mettre en œuvre cette vision qui est révolutionnaire et convoitée partout dans le monde aujourd'hui. Donc,